Bonjour à tous, nous sommes très heureux aujourd'hui de retrouver et d'accueillir Florence Bergeau-Blaclair, qui est anthropologue, chargée de recherche au CNRS et surtout spécialiste de l'islam politique et des frères musulmans en Europe et en France en particulier. Et à ses côtés, le Rav Uri Cherki, que nous ne présentons plus, euh, penseur, rabbin, et aussi dans un dialogue avec l'islam ces derniers mois et ces dernières années. Alors, on va commencer directement avec vous, Florence Bergeau-Blaclair. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour des personnes qui sont pas forcément initiées à cette question-là, qui sont les frères musulmans et quels sont leurs objectifs? Alors j'ai écrit un livre qui a été publié donc il y a 3 ans maintenant, en 2023, qui s'appelle Le frérisme et ses réseaux. Et en particulier, je voulais traiter de la question européenne. Alors frérisme, ça vient de frères musulmans, ça désigne l'idéologie transmise au cours d'un siècle d'existence de cette confrérie qui est née en 1928, 4 ans après la chute du califat ottoman. Donc il n'y a plus de califat aujourd'hui et c'est justement, ça fait partie des réactions à la mort du dernier califat. Les frères musulmans sont une confrérie donc créée par Hassan el-Banna, un jeune instituteur de 22 ans qui avait été formé à différentes écoles, à la fois classiques, traditionnelles, mais aussi soufis, et puis qui était un homme de son temps, donc plutôt de la modernité. Alors, Hassan el-Banna voulait recréer, disons, une action. C'était le temps de ce qu'on appelle le retour à la salafia, du revivalisme, c'est-à-dire un mouvement à la fois critique de l'Occident qui avait colonisé la région, le monde musulman, mais à la fois très autocritique sur ce qu'avaient fait en fait les autorités islamiques de leur islam. Les revivalistes pensaient qu'on n'avait pas suffisamment écouté les pieux anciens, donc d'où le terme salafiste, qui grosso modo c'est le prophète, ses compagnons et 1 ou 2 générations après. Donc ce qu'ils veulent, c'est revenir à cet état, à cet islam des temps de l'origine, des temps merveilleux, des temps qui pour eux sont ceux du véritable islam. Donc 1928, la création de la confrérie, c'est un dispositif quasi militaire, mais aussi de rééducation des populations et de soutien aux populations pour justement réétablir en fait ce califat. Au départ, je pense que Hassan el-Banna pensait surtout à l'Égypte et au monde musulman. Il n'a pas véritablement théoriser la prise du monde. Ça viendra un petit peu plus tard avec d'autres personnages et notamment pour arriver, pour sauter pratiquement un siècle avec Youssef el-Qaradawi, qui est un ancien, qui a été frère musulman mais qui est sorti de la confrérie sans doute s'y trouvant trop à l'étroit, en essayant de lancer ce qu'il appelle un mouvement islamique de reconquête ou de conquête du monde entier. Et ce personnage, il est très important. On l'a décrit comme un grossier personnage vulgaire et un peu stupide, alors que c'est plutôt un penseur assez étonnant, qui a écrit de multiples livres et surtout qui a mis en place ce programme en fait qu'on appelle de réislamisation de fréristes et qui consiste donc à islamiser pacifiquement, autant que faire se peut, par secteur. Donc, secteur de l'éducation, c'est la grande priorité, mais aussi donc les secteurs sociaux, évidemment, mais aussi l'économie, et notamment l'économie du halal, et puis le politique, etc. Donc, Oui, il ça, va théoriser... y compris en Europe, y compris dans des pays qui ne sont pas des pays musulmans, il y a une volonté d'islamiser. Oui. Et en fait, cette théorie, elle est plutôt née dans les pays occidentaux. Quand les frères musulmans sont arrivés donc, dans les années 60, pourchassés en fait par les pays d'origine, ils n'ont pas l'intention de s'installer en Europe ou en Occident, aux États-Unis ou en Australie. Ce qu'ils veulent, c'est simplement reprendre des forces, essayer de penser comment ils vont reconquérir les pays d'origine. Mais chaque fois qu'ils rentrent, évidemment, ils sont chassés, pendus, très maltraités, torturés, etc. Donc, ils vont décider, ils vont changer de plan et s'intéresser donc aux populations musulmanes immigrées et en particulier à leurs enfants, parce que les populations musulmanes immigrées ont, disons, un rapport à l'islam
faits, notamment des femmes, de la magie, de choses qui sont transmises oralement. Et ça évidemment, ça ne les intéresse pas. Ce sont les gens du texte, mais aussi les gens du contexte. Donc il faut se baser sur les textes et adapter le contexte de ces nouveaux pays à la modernité. Donc ce qu'ils appellent islamiser la modernité. Et donc, alors qu'ils étaient obligés normalement de vivre en pays musulmans, ils vont faire un deal d'une certaine manière, aller chercher dans les textes de quoi justifier leur présence en terre de mécréance. Et en disant, voilà, dans la mesure où on va islamiser ces terres, eh bien, nous sommes en fait sur la voie fis sabilillah, nous sommes sur la voie de Dieu, nous sommes en train de propager l'islam, donc c'est bien notre mission, et donc notre place est ici. Est-ce que la mission, c'est de propager l'islam au sein de la population musulmane en France ou en Europe, ou est-ce que c'est une volonté plus large de propager l'islam aussi au sein de la population française non musulmane? L'objectif, c'est le califat planétaire. Mais maintenant, les moyens pour y arriver doivent être progressifs. Donc il faut d'abord s'occuper des populations musulmanes et faire de ces jeunes musulmans en particulier des ambassadeurs de l'islam, c'est-à-dire des formateurs de formateurs. Et c'est ça qui est très intéressant dans leur dispositif, c'est qu'ils rééduquent à l'islam en faisant de ceux qu'ils rééduquent des éducateurs, de façon à ce que ça se propage très vite. Tout ça est tout à fait bien explicité dans les textes de Kardawi et dans d'autres textes. Aussi, il y a un autre personnage très important, c'est Maududi, qui est plutôt un indo-pakistanais, donc pas de tradition arabe, mais qui lui aussi va penser l'islam de façon systémique en l'adaptant complètement à la modernité, à la bureaucratie, à toutes les techniques modernes, de façon à ce qu'on voit que l'islam en fait est un système nécessaire et suffisant. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres inspirations ailleurs que dans l'islam. Ça, c'est une pensée moderne, c'est une pensée qui va s'appuyer sur la mondialisation et je le montre dans mes travaux sur le halal, sur le néolibéralisme, qui lui non plus ne veut plus de frontières, puisque c'est un mouvement qui s'appuie, qui est profondément hostile aux États-nations. Il n'y a qu'une nation dans cet islam-là, c'est l'Oumma, la nation islamique. Est-ce que vous avez l'impression que cette volonté éducative d'arriver à influencer aussi le public non musulman, ça marche, ça prend? Est-ce que, d'étant aussi de culture française, j'ai pas forcément l'impression qu'aujourd'hui, il y ait la culture musulmane ou la pensée musulmane soit une alternative face à la modernité ou face à la vision laïque aujourd'hui de la plupart des Français. Et en fait, c'est parce qu'on ne comprend pas la façon dont il s'étend. L'islam est une religion prosélyte, universaliste et une religion de loi. Ce n'est pas comme le christianisme une religion de foi. Donc il ne s'étend pas par le partage de la foi et donc la conversion des individus. Il s'étend par la diffusion de la loi islamique. Et ce que font aujourd'hui les frères musulmans et les mouvements fréristes en général, c'est de rendre les sociétés charia compatibles. Non, il ne s'agit pas d'imposer la charia, il s'agit de modifier la culture, les lois, les habitudes, le paysage, de façon à ce qu'il soit compatible avec la charia. Parce que vous pouvez très bien, dans l'islam, rester chrétien ou juif. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué, ou de tradition chrétienne ou de tradition juive. Vous êtes un dhimmi, mais vous avez le droit de pratiquer votre culte. Donc, il n'est pas nécessaire de convertir tout le monde. Vous pouvez très bien avoir, et c'est arrivé de nombreuses fois dans l'histoire, une minorité d'élite, en fait, musulmane, qui va gouverner un pays qui est majoritairement non musulman. C'est comme ça que s'étend l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire une société charia compatible dans les faits? Eh bien, alors, ça me vient en fait de mon travail sur le marché halal. Je me suis aperçue que ce qu'on était en train de faire sur le marché, c'est de prendre à peu près tous les produits de consommation, les services, de les rendre non pas de ne pas imposer la charia sur l'existant, mais de faire en sorte qu'on modifie par exemple la viande pour qu'elle devienne compatible avec les lois islamiques. Et pour cela, il n'est pas par exemple, quand vous avez
des musulmans qui disent écoutez, vous, ça vous gêne pas de manger halal, hein, donc on va tous manger halal, parce que vous avez aucune nécessité de manger, vous n'avez pas de rite, etc. Donc mangeons tous halal. Et c'est, cette manière-là, si vous voulez, c'est une image pour montrer comment l'islam en fait se banalise sans se dire, sans s'expliciter. C'est aussi, par exemple, de faire l'avocat de cette. Vous allez me parler de la cache-route. Non, je ne vais pas parler de la cache-route. Je vais vous dire, on pourrait aussi avoir une lecture qui dit il y a une communauté musulmane forte et importante. Ils veulent pouvoir vivre d'après leurs rites en France ou dans des pays européens. Et donc, en fait, c'est tout simplement une espèce de, quand vous dites charia compatible, c'est pour qu'on puisse exister d'après notre culte, mais ça ne veut pas dire qu'on va imposer quoi que ce soit à des non-musulmans. C'est juste qu'on est une communauté importante et on a juste envie de pouvoir exister d'après notre manière de vivre sans imposer à l'extérieur. Oui, vous raisonnez exactement comme un frère musulman. C'est exactement comme ça. Je suis pris par la confrérie. C'est exactement comme ça. Mais je voudrais répondre. Je voudrais répondre à ça. Vous raisonnez exactement de cette manière. Comme si, en fait, le fait, par exemple, d'imposer le rituel industriel d'abattage sans étourdissement halal était quelque chose de tout à fait normal, alors qu'il enfreint un certain nombre de règles. Comme si le hijab, qui concernait certaines femmes, n'avait pas d'impact sur l'ensemble de la société, alors qu'il divise en fait le monde entre les hommes et les femmes et qu'il oblige en fait à une certaine non-mixité, ce qui n'est pas compatible avec les valeurs d'égalité, de liberté, etc., que l'Occident défend. Donc c'est ça, c'est ce raisonnement, mais enfin on a le droit, puisqu'on est chez nous, hein, d'avoir nos... Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est l'impact que ça a sur l'organisation sociale en entier. Mais vous savez, si je peux intervenir, vous présentez ça d'une manière finalement assez sympathique. À la limite, c'est peut-être votre discours qui disons, rend acceptable ce discours des frères musulmans, alors qu'on a l'habitude justement de penser l'islam plutôt comme étant une religion conquérante qui emploie l'épée. Et ce que vous dites là, c'est qu'en fait, ils veulent simplement utiliser les outils donnés par la culture occidentale, qui est également, non seulement parle de liberté et d'égalité, mais elle parle également de tolérance. Et en fait, ce qu'ils demandent, puisque vous êtes tolérants, tolérez-nous. C'est ça que vous dites. Non, en fait, je le dis calmement parce que c'est la façon dont ils avancent en fait, avec le sourire, exactement comme monsieur le disait, c'est-à-dire mais moi j'ai le droit d'être chez moi ici, mais c'est évidemment le plus redoutable des djihad. Il s'agit bien d'islamiser entièrement une société et de la soumettre. Mais ça, c'est la première étape. L'étape de la séduction, l'étape de la subversion, c'est la première étape. Mais à un moment donné, quand la société est charia compatible, les frères musulmans s'attendent à ce qu'elle devienne charia compléante. Et là, à ce moment-là, les choses changent. Et le rapport de force sera tel qu'il est possible, là, à ce moment-là, qu'on ait des actions beaucoup plus marquées, beaucoup plus violentes, s'il y a des résistances, qui ne vont pas tarder, évidemment, à arriver. Évidemment. Mais dans ce cas-là, j'aimerais vous poser une question. Non, mais je voudrais aussi poser une question. Quand on parle d'un retour aux origines de l'islam, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en fait, cette volonté d'islamiser le monde est inhérente à la nature même de l'islam ? C'est-à-dire dans leur théologie, dès le départ, c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que c'est une nouveauté, ou présenter ça comme une nouveauté, alors qu'en fait, c'est toujours ce qui a été enseigné partout dans les écoles. Non, j'ai pas dit que c'était nouveau. Ce que j'ai dit, c'est qu'au tournant du 19e, 20e siècle, le mouvement revivaliste, c'est un mouvement qui a décidé de ne plus se laisser faire, alors par la domination coloniale, mais qui est un mouvement profondément autocritique. Et donc, même s'ils ont toujours voulu conquérir, il y a eu des longues périodes de l'histoire où, de fait, ils étaient dominés. Donc là, ils reprennent les choses en main et c'est, on pourrait dire, le premier mouvement décolonialiste du début du XXe siècle. Alors pour Richard, comment vous réagissez à ce que Florence Bergeaud-Blackler dit, c'est-à-dire d'un point de vue historique, même métahistorique, qu'est-ce qui se joue dans un face-à-face entre un Occident là où il en est et un islam qui cherche à influencer? Qu'est-ce qui se joue à votre avis dans ce face-à-face? Je ne suis pas un grand spécialiste de la métaphysique, de la métahistoire, mais
ce que l'on peut, disons, analyser un peu à une manière psychanalytique, c'est que l'Occident est dans une situation de faiblesse, d'auto-accusation, d'autoflagellation, entre autres à cause du colonialisme et tout ce qui y a été associé. Et je pense que dans l'imaginaire inconscient de l'Occident, il y a une fascination pour la virilité que représente l'islam. C'est-à-dire, l'islam, dans son essence, est violent, en tout cas conquérant. Et c'est ça qui fascine les masses quand on voit qu'il y a une civilisation qui est sûre d'elle-même et qui se veut dominatrice, ça en impose. C'est un peu de ça dont il est question. Et effectivement, on est aujourd'hui dans un conflit de valeurs, beaucoup plus qu'un conflit de pouvoir. C'est-à-dire, si aujourd'hui il y a un affrontement des civilisations, comme disait Samuel Huntington, ce n'est pas simplement pour avoir le pouvoir, mais également pour imposer d'autres valeurs que celles qui sont l'héritage de l'Occident. Ce serait quoi ces différentes valeurs ? Tout simplement, si on veut être un peu caricatural, on va dire que l'Occident a hérité de la philosophie grecque que l'homme est au centre du monde. Et donc Dieu, s'il existe, est dans la périphérie. Pour un musulman, c'est tout à fait blasphématoire, une chose pareille. C'est Dieu qui est au centre de tout, c'est lui qui s'impose, et l'homme n'a qu'à se soumettre, c'est-à-dire la signification du mot islam. Et donc, il y a ici un conflit de valeurs irréconciliable. À moins, et là c'est une proposition que je fais aussi bien aux Occidentaux qu'aux musulmans, de venir à l'école d'Israël. Parce que la tradition juive, elle, dit que ce n'est ni Dieu qui est au centre du monde, ni l'homme, mais le dialogue, la collaboration entre l'homme et Dieu, l'achèvement de la création. Et ça, c'est une idée dans laquelle, disons, une structure dans laquelle pourraient se rencontrer ces civilisations, se réconcilier. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Si déjà on parle de l'héritage chrétien parle de l'amour comme étant la valeur morale suprême, tandis que dans l'islam, vous savez que le mot din, qui veut dire la religion, signifie la rigueur, et c'est ça qui est mis en exergue. Et donc, peut-être qu'il y aurait cette idée d'unité des valeurs qui est défendue, entre autres, par le judaïsme, qui permettrait à nouveau de se rencontrer. Donc, je pense que nous autres, les enfants d'Israël, nous avons quand même un travail à faire. Et je pense qu'il y a ici ça remet en valeur une idée qui est souvent fustigée, c'est l'idée de peuple élu. Quand on parle de peuple élu, c'est, comme disait Emmanuel Levinas, c'est le fondement de la tolérance. Tout simplement parce que si je me vois comme un peuple élu, d'ailleurs Lévinas disait toute grande civilisation doit se considérer comme un peuple élu. Si je suis un peuple élu, c'est-à-dire que je n'impose pas mon identité à l'autre. Et donc il y a un respect de la diversité des identités et des sensibilités, aussi bien religieuses que philosophiques ou autres. Et donc c'est dans cette optique-là que j'ai entamé un dialogue avec des autorités musulmanes, justement, pour leur proposer ce genre de vision, sans abolir l'islam, simplement de le ramener à ce qu'il aurait pu être s'il n'y avait pas eu les déviations de l'histoire. Ok, alors on va revenir bientôt sur justement cette rencontre-là que vous avez eue avec des représentants de l'islam. J'aimerais revenir sur un point. Est-ce qu'on a aujourd'hui des preuves claires que finalement, c'est pas juste une communauté qui cherche le charia compatible pour pouvoir tout simplement vivre en France ou en Europe, mais qu'il y a véritablement une intention d'aller plus loin, de convertir, d'influencer, voilà, d'aller plus loin dans une dimension de conquête. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des preuves claires de ce genre de stratégie ? C'est étonnant votre question parce que il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux, d'aller dans les mosquées, de lire les auteurs dont je vous ai cité tout à l'heure, les paroles comme Kardawi ou Maoudoudi pour voir à livre ouvert ce que le frérisme en particulier, qui est hégémonique dans le champ religieux en Europe, est en train de faire. Ils le disent. La question que nous devons nous poser, c'est pourquoi, quand ils parlent, nous ne les entendons pas. Parce qu'ils ont dit tout ce qu'ils allaient faire et ils font tout ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire.
Donc là, c'est quand même étonnant. Après, quand on regarde aussi les sondages, il y a des sondages IFOP, parce que malheureusement, l'université ne fait pas ce travail d'investigation qui serait très important, de voir où en sont les musulmans par rapport à leur culte, par rapport à l'idéologie, de façon générale, l'idéologie religieuse. Eh bien, on voit que 58%, on est toujours à peu près au même chiffre, entre 50 et 60% des jeunes musulmans préfèrent la charia aux lois de la République. Alors beaucoup de gens disent mais oui, mais les musulmans ne connaissent pas l'islam, etc. C'est complètement faux. Les jeunes musulmans savent très bien ce que veut dire la charia. Sur les réseaux sociaux, ils n'entendent parler que de ça. Donc ces chiffres-là sont très importants. On a vu aussi un sondage récent qui mériterait d'être un peu critiqué, mais bon, d'écran de veille, je crois, en 2025, qui explique que plus de la moitié des jeunes filles portent le hijab maintenant. C'était totalement impensable quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a plus de 30 ans. Des jeunes filles musulmanes. Quand je parle vraiment de la communauté musulmane. C'est très important parce que le hijab, c'est pas juste un signe, c'est une norme de pudeur. Cette norme de pudeur organise la société. Tout à l'heure, quand j'ai dit charia compatible, c'est pas rendre les pratiques charia compatibles, c'est rendre la société charia compatible, c'est l'organisation sociale charia compatible pour qu'ensuite elle se donne naturellement à l'islam. Tout cela a été dit, écrit, on peut le voir, on voit ce qui se passe au Royaume-Uni, on voit ce qui se passe à New York avec Mamdani, qui est un islamiste déguisé en communiste, qui a parfaitement... qui s'est montré avec des personnes qui appellent, qui manifestent leur solidarité au Hamas après le 7 octobre. Bon, on a vraiment toutes les preuves que c'est quelque chose, c'est un mouvement massif, universel, qui s'impose donc par la loi et notamment par le halal, le licite, halal veut dire licite, et l'illicite. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a chez les jeunes occidentaux, les jeunes qui ne viennent pas de culture musulmane, qu'il y a un attrait, qu'il y a une séduction pour ce mode de vie? Alors il y a un jeu il y a, vous savez, les mouvements déconstructionnistes de la gauche radicale, du wokisme, qui sont très puissants, notamment dans les universités. Ça amène les gamins de 20-25 ans à être complètement déstructurés, à ne pas savoir exactement d'où ils viennent et ce qu'ils veulent. Et effectivement... Les mouvements fréristes appuient là où ça fait mal à cette société qui était occidentale, qui était quand même assez fortement structurée. Donc elle est en train de s'effondrer et leurs propositions arrivent après, bien sûr. Moi, je me souviens quand j'ai rencontré les frères musulmans, c'était donc il y a plus de 30 ans, un petit peu par hasard, j'étais venue étudier la mosquée de mon quartier à Bordeaux. C'était les frères musulmans. Je m'en suis aperçue un peu au fur et à mesure parce que c'était encore une question tout à fait taboue et parce que bien sûr, ils gardaient le secret. Et il y avait quelque chose qui me disait sans arrêt, un petit peu presque pour m'en convaincre, c'est votre société va mal, vous êtes déstructurés, vous êtes destinés à mourir quelque part. Ils nous montraient ça, ils nous enseignaient ça. Et alors évidemment, pas seulement aux musulmans, mais aussi aux autres. Et en creux, bien sûr, il y avait leurs propositions. Donc ils font toujours comme ça. Et ils s'allient avec les plus autodestructeurs de nos sociétés pour ensuite, bien sûr, les écarter. Ça n'est qu'une stratégie temporaire. C'est extrêmement intéressant, le fait d'utiliser finalement le vide de sens, le vide de structure, le vide... Voilà. Parce que les gens me disent souvent, il y a un vide, donc ils sont venus le combler. C'est pas exactement comme ça. Ils ont créé le vide pour pouvoir le combler. Enfin, en tout cas, ils ont renforcé partout où ils le pouvaient avec cette question aussi d'islamophobie. La haine des musulmans, on a commencé à en parler dans fin des années 90, après le rapport du Runnymede Trust, c'était quand même quelque chose qui n'était pas vraiment visible. Il y avait du racisme, mais le racisme, c'était vis-à-vis d'un peu tout le monde, des Arabes aussi en particulier, et puis il y avait l'histoire algérienne, mais la haine du musulman, c'est quand même quelque chose qui a été largement fabriqué. Et tous les dispositifs pour intégrer, pour l'inclusion, contre la discrimination, faisaient toujours intervenir des musulmans fréristes qui jouaient les victimes, et plus et plus et plus. C'est-à-dire que même si vous-même vous n'aviez pas l'impression d'avoir une haine spécifique vis-à-vis de l'islam, ni dans votre quartier, ni dans votre entourage, vous trouvez quand même toujours un musulman frériste qui explique combien il souffre. Et donc vous ne pouvez que le croire s'il le dit. Une instrumentation du discours victimaire
Est-ce que vous pensez que l'identité européenne ou l'identité française peut avoir elle aussi une sorte de renouveau ou de se renforcer d'une certaine manière face à cette alternative? Ou c'est quelque chose qu'on ressent un petit peu avec un certain discours plus à droite qui veut revenir à une identité française fière d'elle-même? Est-ce que vous sentez que ces forces-là existent, qu'elles peuvent finalement proposer une alternative? Moi, je crois que ces forces-là existent parce qu'elles sont légitimes. C'est pas seulement qu'elles veulent se créer une identité française, c'est qu'elle existe en fait, cette culture française avec sa diversité régionale. Et donc qu'elle est en train de s'apercevoir qu'elle se perd elle-même. Et donc la résurgence, elle est logique et parfaitement légitime. Après, il peut y avoir des instrumentalisations par des partis politiques. On rentre pas là-dedans. Mais le problème, c'est qu'elle est heurtée par ceux, justement, et on va les trouver plutôt à gauche, qui vont les accuser d'être des islamophobes, de vouloir finalement revenir à l'extrême droite et au nationalisme qui va donc se débarrasser de ces populations. Et donc, ça va finir par, à mon avis, les désespérer, puisque la réaction légitime, la réaction normale d'un corps vivant qui est en train de mourir, c'est justement de dire je vis et puis de chercher à s'étendre. Et là, chaque fois qu'ils le font, eh bien, on va les brimer et leur dire mais vous êtes d'affreux racistes et vous n'avez pas le droit de penser ça. Est-ce que l'espoir est possible, d'après vous, ou bien c'en est fait? Non, moi je pense que moi, je suis universitaire, donc moi je crois à l'enseignement, à l'éducation. Je pense qu'on a vraiment, vraiment, vraiment tout fait pour que les gens ne soient pas mis au courant de ce mouvement, de l'existence même de ce mouvement. Et je l'ai payé cher moi-même, puisque j'ai été placée sous protection policière presque immédiatement après la sortie de mon livre en raison de menaces de mort. Donc ce discours-là, personne ne voulait l'entendre. La présence des frères musulmans et ce qu'ils sont en train de faire à notre société, personne ne voulait en entendre parler. Maintenant, ça devient beaucoup plus commun. L'idée de frérisme s'est imposée dans le vocabulaire en France, et même au Danemark, où mon livre notamment a été traduit. Il y a eu des débats en fait qui ont été engendrés par ces sorties-là. Et on voit que les gens s'approprient en fait finalement des mots qui décrivent leur réalité. Avant, ils n'avaient pas de mots pour le dire. C'est pour ça que c'était si facile de les renvoyer comme racistes, etc. Maintenant, ils ont les mots pour le dire, pour l'exprimer. Ils se sentent moins culpabilisés. Ils se disent que se défendre, ce n'est pas accuser l'autre, c'est vital et c'est normal. Et ça, je pense que ça peut faire changer les choses. Intéressant. Mais qu'est-ce que vous pensez des autres opinions qui peuvent exister dans la communauté musulmane? Est-ce qu'elles s'expriment? Est-ce qu'elles ont pignon sur rue? Bien sûr, oui. Mais je ne suis pas bien sûr en train de dire que tous les musulmans sont des fréristes, loin de là. D'abord, peut-être un mot de vocabulaire. Dans les frères musulmans, confrérie secrète, très difficile de savoir si un frère musulman est membre de la confrérie. On pense qu'il y en aura 1 millier en France, sur 7 millions de musulmans. Et puis les fréristes, ce sont en fait tous ceux qui ont été éduqués par cette confrérie. Éduqués et qui transportent, qui expriment en fait cette pensée frériste, parfois en le sachant, parfois en ne sachant pas, qu'ils sont en fait dans cette lecture-là de l'islam qui n'est pas tout l'islam, mais qui est un islam, mais pas tout l'islam. Votre question, pardon, c'était... les autres voies dans l'islam. Les autres voies dans l'islam, alors c'est très difficile parce que la confrérie est très attractive. Donc tous ceux qui étaient, je dirais, sur des positions plutôt réservées ou même qui sont sortis de l'islam n'ont pas vraiment... Enfin, ils s'exprimaient dans les années 90, ils s'expriment de moins en moins tellement les frères sont tyranniques. Les empêchent en fait finalement de s'exprimer en les traitant de mauvais musulmans, voire de mécréants, voire d'apostats. Ce qui évidemment les met dans une situation très difficile puisque l'apostasie est punie de la peine de mort et à minima de mort sociale quand on réside en Europe. Non, parce qu'on est dans le cadre d'une sorte de djihad défensif, c'est-à-dire où l'individu peut lui-même se rendre justice. Vous attaquez la communauté en sortant de l'islam, parce que souvent les apostats ne sont pas juste des ex-musulmans, ce sont des gens aussi qui ont un certain prosélytisme pour que les autres sortent de l'islam. Et ça, évidemment, c'est insupportable. Rav Cherki, nous sommes en Israël, au Moyen-Orient, nous sommes face à une autre expression de l'islam qui n'avance pas de manière aussi
on va dire, stratégique et douce que vous décrivez. Il y a un conflit militaire. Un conflit Avions. militaire et terroriste et avec un niveau de radicalité, de barbarie inégalé. On a vu ce qui s'est passé le 7 octobre. Comment vous arrivez à comprendre finalement le fait que d'un côté en Europe, l'islam s'exprime de cette manière-là, Douce. voilà, et au Moyen-Orient, on est face à une radicalité complètement différente, un terrorisme tragique. C'est très simple. L'existence de l'État d'Israël est un scandale théologique. Pour ceux qui divisent le monde entre Dar al-Islam et Dar al-Harb, si Israël a été fondé dans le territoire islamique, tout territoire qui a appartenu ou qui appartient à l'islam, alors il est totalement condamnable, il doit être éradiqué. Et alors que, en fait, là-dessus se rajoute une dimension supplémentaire. C'est pas simplement que des infidèles, des mécréants ont créé une indépendance politique. C'est pas de ça dont il est question. Il y a ça aussi, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que c'est un État juif. Or, le personnage du peuple d'Israël dans le Coran est significatif. Et il y a un mélange de mépris et d'admiration à la fois. Les Juifs sont appelés d'un terme méprisant Al-Yahoud en arabe, mais ils sont également appelés Banu Israël, les enfants d'Israël, qui est un personnage, c'est une identité biblique, et qui en tant que telle est vénérée, puisque c'est elle qui a produit les prophètes et tout ce qui s'ensuit. Et donc il y a ici une ambiguïté dans la relation envers Israël. Est-ce que l'État d'Israël ne serait pas simplement l'État des Juifs, mais l'État des enfants d'Israël? Est-ce que ce personnage qui était dans les oubliettes de l'histoire, puisque quand l'islam est apparu, l'État juif avait disparu déjà depuis 5 siècles, est-ce que ce personnage ne serait pas un fantôme qui reviendrait à la surface? Et ça pose un problème, parce que l'État d'Israël est perçu, je pense, dans l'inconscient collectif, aussi bien de l'Occident que de l'islam, comme un événement biblique en pleine modernité. Et ça pose une interrogation. Et je dirais, en fait, dans le Coran, vous avez des textes qui disent qu'un jour, les enfants d'Israël reviendront sur leur terre, que cette terre leur a été donnée par Dieu, et donc ils n'ont pas le droit d'y renoncer, et qu'ils n'ont pas le droit de refuser d'y entrer. Ce sont des textes explicites dans le Coran. Et donc, on peut comprendre que la violence et la hargne qui vient des milieux, justement, des frères musulmans, du Hamas, et tout ce qui ressemble, est associée à une inquiétude intérieure. Peut-être que c'est eux les enfants d'Israël. Et donc, pour surmonter cette inquiétude, il y a une haine et une violence qui s'ajoutent à cela. En fait, donc, on peut faire une sorte d'analyse. Je ne sais pas, j'ai une tentation vers la psychanalyse, mais on peut faire analyser qu'il y a plusieurs couches qui s'accumulent dans ce conflit. Et donc, ça explique également pourquoi il y a également, parmi les musulmans, des réactions tout à fait opposées justement à cela, en raison justement de cette fidélité au texte coranique et à certains textes de la tradition. Florence Bergeau-Blaclair, comment vous voyez le conflit que nous avons ici en Israël face à l'islam radical? Est-ce que vous avez l'impression qu'on appartient à cette espèce de grand conflit de l'Occident face à une volonté expansionniste de l'islam, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de différent? Il y a plusieurs choses. D'abord, comme je le disais, les frères musulmans sont des salafis du texte, donc salafis et du contexte. C'est-à-dire qu'ils agissent aussi en fonction du milieu où ils sont. Là, évidemment, et puis il y a... donc, ça veut dire concrètement que la terre d'Israël est pour eux une terre musulmane. Il n'y a pas de terre d'Israël, en tout cas pas chez les frères musulmans, et que il y a 2 vertus dans le fait de le combattre. C'est d'abord d'espérer l'éradiquer complètement et de reprendre Jérusalem, mais aussi de se fabriquer un ennemi commun. Kardawi disait toujours, il faut cultiver la haine des Juifs et d'Israël. Ça veut dire cultiver, ça veut dire que ça, en soi, même avant qu'il soit détruit, ça a un intérêt en fait pour l'Oumma. Quand le 7 octobre est arrivé, ce n'est pas la rue arabe qui est descendue dans la rue, c'est l'Oumma qui s'est constituée
elle avait été travaillée, bien sûr, par les réseaux fréristes internationaux sur tous les continents, mais là, elle se manifestait. Et donc, c'est très important de pouvoir se lapider Israël tous ensemble pour produire, en fait, ce discours qui est un discours sur des bases politiques, de conflits territoriaux, visant à amener le monde à se retourner contre Israël. Donc c'est un moteur pour se débarrasser d'Israël par le biais des autres, des non-juifs et des non-musulmans. Donc de se faire... d'avoir pour allié toute cette gauche, j'allais dire radicale, mais toute cette gauche anticapitaliste qui va faire le job, en fait, de réduire Israël. Et ça, c'est quelque chose que les frères musulmans, qui sont très pragmatiques et très opportunistes, font. C'est-à-dire que leurs actions, c'est souvent des actions par l'intermédiaire des mécréants, qui, eux, vont agir, en fait, sans savoir qu'ils travaillent, finalement, pour la cause islamiste. Comment vous comprenez que l'opinion en France, je parle dans le monde non musulman, ait pu être aussi anti-israélienne, alors que nous sommes une société qui est attaquée par le terrorisme, que la France connaît le terrorisme. La France a vécu dans sa chair le terrorisme, le Bataclan, Charlie Hebdo, etc. Donc, on est face finalement au même niveau de barbarie qui vise des civils, qui n'a aucun problème à viser des enfants dans des bus. Et finalement, une société qui vit ça elle-même n'est pas capable de voir et d'avoir de l'empathie même. Non, mais là, il faut faire très attention, parce que l'opinion publique française n'était pas anti-israélienne, et n'est pas anti-israélienne, et n'est pas antisémite même. Hein. Je pense que là, on fait fausse route. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que les élites, les médias, notamment, dès le 7 octobre au soir, avaient déjà commencé à diffuser les images des fréristes, des organisations, en fait, pro-palestiniennes qui manifestaient dans la rue, déjà en criant, en disant mais c'est normal, ça n'est que le résultat de plusieurs séquences de maltraitance et de génocide. Le terme était déjà utilisé depuis très longtemps vis-à-vis des Palestiniens. Donc en fait, le message passé par ces médias et ces élites, et notamment la gauche, c'était si ces gens ont été aussi cruels, c'est qu'on leur a fait très 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 mal. Ça n'était qu'une réponse, en fait. Et ils ne tiennent absolument pas compte de la violence religieuse, de ce récit, de ce narratif religieux qui mobilise, en fait, cette violence et ces actions des frères musulmans. Donc je pense que les gens ne sont juste pas informés, pas correctement informés. Alors on a parlé aussi d'une mauvaise communication d'Israël dans le monde, et ça c'est possible, mais il faut reconnaître aussi que même quand Israël communique bien, à la fin, c'est-à-dire quand ça arrive en Europe, c'est complètement déformé. Donc parce qu'il y a des filtres qui ont été mis en place, et par exemple les frères musulmans, depuis des années maintenant, depuis plus de 20 ans, ont organisé des associations qui vont former les journalistes à parler de ce conflit. Et de façon générale de l'islamophobie. Donc en fait, ce qui est arrivé aux Palestiniens, c'était de l'islamophobie, et les plus islamophobes, c'était ceux qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire les Israéliens. Mais le monde entier, en fait, était décrit comme islamophobe par rapport à ces pauvres Palestiniens. C'était ça le narratif dominant. Et malheureusement, c'est un narratif qui vient des universités. C'est très important de dire que le frérisme infiltre une société d'abord par la connaissance, ce qu'ils appellent l'islamisation de la connaissance, et d'abord par les universités. Donc ils fabriquent des universitaires très complaisants avec eux. Ils excluent les autres en ne leur permettant pas, par exemple, d'accéder au terrain. Et ces universitaires, depuis maintenant 40 ans, alimentent ce narratif très anti-israélien, antisémite, on peut le dire, antisioniste sous couvert d'antisionisme, avec beaucoup d'attention sur les pauvres Palestiniens qui seraient finalement les nouveaux génocidés. Mais le champ lexical global, en fait. Dans ce que vous dites, il me semble qu'il y a quand même une tentative de se dédouaner de la culpabilité occidentale par rapport, par exemple, à la Shoah et tout ce que ça représente. C'est-à-dire, s'il y a maintenant, si ceux qui ont été les victimes de la Shoah sont capables d'en faire une aussi,
alors ça dédouane l'Europe de sa responsabilité, peut-être. Je sais pas, c'est très tordu comme raisonnement, et je pense qu'il y a des gens qui pensent comme ça, Oui. mais je ne vois aucune évidence de quelque chose comme ça. Ou alors on est dans la psychanalyse un peu des foules, et là Oui, je... c'est fantastique, ça, oui. Le champ lexical qui est utilisé, en fait, quand vous parlez de cette capacité de rentrer dans les universités, etc., c'est pas une islamisation des universités, c'est plutôt un discours contre l'islamophobie, un discours pour la tolérance, etc. C'est à travers ces biais-là. Quand je parle de l'islamisation de la connaissance, c'est pas une expression que j'ai inventée, hein. Ce sont les frères musulmans qui, dans les années 1980 aux États-Unis, proposent une islamisation de la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend toute la connaissance, la technologie, la puissance occidentale, et on la fait rentrer dans le cadre de l'islam. C'est ça, tout discours public doit être compatible avec l'islam. Et les premières expressions de ça, c'est tout ce qui concerne le blasphème. C'est-à-dire, si vous dites quoi que ce soit sur l'islam, vous êtes susceptible en fait de blasphémer, parce que cette religion est spéciale et les musulmans sont des êtres spéciaux. C'est tout. C'est comme ça qu'ils vendent leur narratif. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas dire parce que vous allez heurter leur conscience. Alors, comme si les musulmans n'étaient pas capables en fait, de faire la part des choses, de savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants, etc. Ils ne le font pas avec un champ lexical de blasphème, ils le font avec un champ lexical qui est un champ lexical beaucoup plus victimaire, d'islamophobie, etc. Mais au départ, avec comment il s'appelle, l'écrivain Salman Rushdie, on était quand même dans le registre clair du blasphème. Et après, ça s'est un peu transformé pour faire passer la pilule. Mais le blasphème était déjà en cause. Pour les musulmans, figurer le prophète est insupportable. Comme si ils étaient seuls au monde, comme s'il n'y avait pas des gens qui pouvaient avoir d'autres idées, toutes les religions acceptent en fait une certaine caricature parce qu'ils savent que tout le monde ne croit pas. Mais là, c'était totalement insupportable. Il ne fallait pas faire ça. C'était un interdit qui s'imposait à tous. C'est ça, l'islamisation de la connaissance. Ça fait des années que vous cherchez à former justement l'opinion, vous sortez des livres sur ce sujet, etc. Vous sentez que c'est des idées qui avancent, que les gens commencent à être conscients qu'il y a ici un mouvement qui prend de l'ampleur? Moi, j'ai l'impression, mais peut-être parce que j'en rencontre souvent parmi les gens qui viennent à mes conférences, mais beaucoup me disent effectivement, je ne vous croyais pas, j'ai cru que vous étiez d'extrême droite, j'étais très en colère, etc. Et puis quand je vous ai lu, quand je vous entends, effectivement, c'est différent. Donc j'ai quand même espoir que les choses, avec la culture, le fait qu'il y ait eu quand même ce rapport sur les frères musulmans officiel du ministère de l'Intérieur, donc publié en 2025, qui a aussi validé d'une certaine manière toutes ces connaissances que certains chercheurs, il n'y a pas que moi, avaient accumulées. Ça peut... Voilà. Il y a aussi en France, on a un service public qui est, comme partout malheureusement en Europe, qui ne fait pas vraiment son travail et qui est très pro-palestinien, voire pro-Hamas. Donc on a des chaînes privées aujourd'hui qui tiennent un autre discours, ce qu'on appelle les chaînes Bolloré, tiennent effectivement un autre discours, et ça c'est bon pour le débat. La France, à mon avis, est un des rares pays où le débat peut avoir lieu à ce niveau-là. Rav Cherki, vous avez parlé tout à l'heure d'une autre voie dans l'islam, et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce que vous avez vécu ces derniers mois après que vous avez sorti un certain livret. Vous avez eu une rencontre avec d'autres, vous avez eu un certain dialogue, donner un peu d'espoir. Oui, bon, tout d'abord, je suis très fidèle, très engagé dans cette idée que c'est la parole qui peut faire changer des choses, qu'il ne faut pas se taire. C'est très important. Ce qui m'est arrivé, tout simplement, c'est que j'avais écrit un petit livret qui s'appelait « Qu'est-ce que le judaïsme pense de l'islam ?» C'était dans mon ordinateur pendant 10 ans. Je ne m'en suis pas servi. Et puis, après le 7 octobre, je l'ai publié en français, en anglais, en arabe, en hébreu. Et c'est arrivé un peu partout dans des madrasas dans le monde islamique. À la suite de cela, j'ai été invité aux Émirats unis par les autorités religieuses et politiques de ce pays. Et ils étaient très intéressés à savoir, ils voulaient approfondir justement cette idée. Et bon, indépendamment de ce que le judaïsme a à dire de l'islam, il y aurait beaucoup de choses, ça n'a pas toujours été très développé. C'est une littérature un dialogue judéo-chrétien, ça a toujours existé. Judéo-musulman, presque jamais. Pour des raisons d'ailleurs, bon, pour les analyser. Et ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est ce que j'ai entendu de la part de ces autorités.
quand ils ont brisé chez moi des idées reçues. Par exemple, que l'islam serait basé sur cette division de la planète entre le domaine de l'islam et le domaine de la mécréance, Dar el-Harb et Dar el-Islam. Et ils m'ont dit, non, mais ça c'est une invention des frères musulmans. Et nous ne sommes pas d'accord avec cette idée. Bon, il faut savoir que effectivement, ce terme de Dar el-Islam, Dar el-Harb a commencé déjà à exister vers la fin du Moyen-Âge, mais il a été repris comme doctrinal par les frères musulmans. Et puis, je leur ai dit également, vous savez, vous avez un problème, je sais que les musulmans aiment bien les juifs religieux, mais n'aiment pas tellement l'israélien laïque. Pour eux, c'est un infidèle, quoi. Il ne croit pas en Dieu, etc. Alors ça, c'est insupportable. Je leur ai dit, mais parce que le problème que vous avez, vous autres, les musulmans, c'est que vous pensez que le judaïsme est une religion, alors qu'en fait, le judaïsme est fondamentalement un fait national, avant la pratique religieuse. Et donc, de ce point de vue-là, même celui qui ne pratique pas la religion fait partie de notre peuple. Leur réponse, c'est à vous de vous définir et pas à nous. C'est assez surprenant. De plus, bon, ils ont une opposition, une animosité très forte envers les frères musulmans. Ils considèrent qu'en fait, il y a une déviation de l'islam originel et que, en fait, ou bien que le statut de dhimmi n'a plus de sens dans la modernité. Ils l'écrivent dans leurs publications. Et de ce point de vue-là, donc, l'alliance avec l'État d'Israël n'est pas simplement une nécessité politique. C'est pas simplement un accident de l'histoire. C'est de leur point de vue quelque chose de réel. C'est pas pour rien que ces accords sont appelés les accords d'Abraham. Et donc, ils reconnaissent que dans Israël, sur sa terre, il y a une occasion pour l'islam de se rénover, c'est-à-dire de retrouver sa vigueur. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont adopter toutes les positions d'Israël ou du gouvernement israélien, évidemment, mais il y a, alors que depuis que la guerre a commencé, toutes les relations diplomatiques ont cessé avec les pays arabes, c'est le seul pays qui a conservé quand même son ambassade. L'ambassade israélienne, le consulat israélien à Abu Dhabi et à Dubaï. Et donc, il y a là-bas un espoir. Seulement, il faut se rappeler, c'est très clair, c'est une opinion extrêmement minoritaire, mais qui peut avoir des chances de s'imposer, parce elle n'est pas une réforme. Le mot de réforme chez eux est tabou, mais il y a cette idée que cela est compatible avec les fondements même de l'islam. Alors évidemment, ça demande un effort d'exégèse extrêmement important. C'est pas évident, mais rappelons-nous quand même que dans ses débuts, l'islam avait une proximité avec le judaïsme. Même s'il y a eu conflit violent, on sait ce qui s'est passé en Arabie avec Mahomet, mais dans le texte coranique lui-même, ce n'est pas évident. Et c'est ça qui peut servir éventuellement de transformation. Alors évidemment, il y aura toujours le problème, le statut de Mahomet comme le prophète ultime, le prophète qui abolit toutes les révélations antérieures. C'est un peu impérialiste, évidemment, mais en fait, en analysant les textes coraniques eux-mêmes, on peut très bien considérer que Mahomet ne pensait pas cela. Qu'il ne pensait pas abolir ni la Torah, ni les évangiles. Et d'ailleurs, ça a été repris par un des maîtres du judaïsme au Yémen au XIIIe siècle, je parle de Rabbi Nathanaël al-Fayoumi, qui lui a dit que, en analysant le texte coranique, que Mahomet ne reniait pas la Torah, par exemple. D'accord ? Ce texte les a beaucoup intéressés. Ça s'appelle le jardin des intelligences, c'est-à-dire Bustan al-Uqul. Et ils ont demandé que je leur envoie le texte. Ils l'ont reçu avec plaisir, etc. Donc, l'espoir reste. Étant donné, surtout, rappelez-vous une chose, c'est que les Émirats sont quand même un corps important, puissant dans l'islam, ne serait-ce qu'au niveau économique, mais aussi au niveau militaire. Qu'en Arabie saoudite se crée une nouvelle idéologie, par exemple, qui décentre El-Aqsa de Jérusalem. C'est-à-dire qu'en Arabie saoudite, la doctrine qui commence à être admise, c'est que le El-Aqsa dont parle le Coran est en Arabie, et non pas à Jérusalem. D'ailleurs, quand j'ai demandé à mes interlocuteurs à Abu Dhabi, mais vous savez, vous avez
vous avez investi le mont du Temple et vous dites que tout le Temple, toute l'esplanade du Temple, c'est ça, c'est la mosquée d'El-Aqsa. Alors qu'en fait, la vérité historique, c'est que vous avez construit cette mosquée au sud du mont du Temple, justement pour ne pas empiéter sur le territoire du Temple des Juifs. Ils m'ont répondu, alors il faut en parler au Waqf. Le Waqf, c'est-à-dire les biens religieux. Bon, ils savent très bien que ça n'est pas possible. Eux-mêmes, d'ailleurs, ne peuvent pas entrer sur le mont du Temple à Jérusalem. Ils savent qu'ils sont menacés de mort s'ils le font. D'accord. Je rappelle une petite anecdote quand même. Un des hauts ministres des Émirats, le docteur Rachid Al-Nouaimi, m'a raconté que lorsque al-Baghdadi s'est proclamé calife, le Daesh, quand il s'est proclamé calife, il lui a envoyé par Internet, par SMS, ce que tu fais est contraire à l'islam. Réponse de al-Baghdadi, un quart d'heure plus tard, nous arriverons aux Émirats et tu seras le premier que nous tuerons. D'accord. Le dialogue est ouvert. D'accord. Le dialogue est ouvert, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que ces voix-là peuvent nous donner espoir, ou est-ce que vous pensez qu'elles sont trop minoritaires en France, en Europe? Je ne suis pas islamologue. La seule chose, je ne pense pas que l'islam veuille, disons, je n'ai plus le terme que vous avez utilisé, non, abroger complètement les autres religions. Non, justement, mais plutôt les transformer. C'est-à-dire qu'il garde en fait Jésus, Moïse, il leur donne un autre nom et une autre fonction. Et donc, c'est vraiment une façon à la fois de les contenir et de s'approprier leurs paroles. Après, les raisons pour lesquelles les Émirats arabes unis tiennent cette position peuvent être aussi géostratégiques. On ne peut pas exclure ça. Évidemment. Et pour eux, les frères musulmans sont une véritable menace, comme pour l'Égypte, l'Arabie saoudite ou la Jordanie. C'est la raison pour laquelle, en fait, ils veulent les combattre. Et ils ont compris, parce qu'ils sont intelligents, les Émiratis, que c'est aujourd'hui en Occident, en Australie, en Europe, aux États-Unis, qu'on nourrit, en fait, la bête. Et que c'est ça qui les met aussi en danger. C'est la raison pour laquelle ils s'intéressent beaucoup à ce qui se fait en Europe. Ils payent des études, des sondages, etc., pour montrer que l'islamisme est galopant en Europe. Ils ont même d'ailleurs des représentants à l'université d'Al-Azhar, qui est dominée justement par les extrémistes, mais eux aussi ont leur voix là-bas. Pour clôturer ce podcast, est-ce que vous pouvez me dire chacun ce que vous pensez qu'il faut faire? Est-ce que vous pensez que ce qui est entre nos mains ou entre les mains de la société française, israélienne, etc., quel est votre appel? Alors, je vais dire très égoïstement que je préside un CERIF, le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme, que j'ai créé il y a à peu près 1 an, et qui justement a pour objectif de travailler, d'être le centre de référence de ces formes subversives d'islamisme qui ne sont pas militaires, mais qui pourraient le devenir, qui existent en Europe, mais qui existent aussi, j'ai pu le constater, dans des universités israéliennes, où ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme reste, dans certains cas, dominant. Et ça, même si vous êtes dans une situation ouvertement en conflit militaire avec le Hamas et donc les représentants militaires des frères musulmans. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est aider la recherche privée, puisqu'elle ne peut plus se faire à l'université. Donc le centre, le CERIF, est là aussi pour travailler. Alors si on a des partenaires ici en Israël ou ailleurs, on est tout à fait demandeur de travailler. D'abord de la connaissance, du savoir, que les gens soient au produire de courant. la connaissance et la diffuser largement. On a maintenant les réseaux sociaux, on n'est plus obligé de passer par les chaînes publiques, et c'est heureux. Et donc on peut maintenant, si on fait du travail sérieux, bien sûr, tout ça doit être... Et ça peut influencer les politiques, ça peut influencer quelque chose de... Moi je le crois. Le politique, dans les démocraties, ce sont les citoyens. Donc ils votent, et s'ils sont bien informés, ils voteront comme il faut. À vous, Richard Key? Disons que il faut avoir une assurance. Quand on est sûr de son discours, on est respecté. Or, ce qui manque aujourd'hui dans le discours international, c'est justement, et entre autres dans ce dialogue, s'il existe, avec le frérisme, c'est le respect de l'autre. Et c'est, disons, en s'imposant à soi-même la confiance en soi, que le respect mutuel peut devenir possible. Et merci beaucoup à vous deux, et Merci j'espère à très vite.